Donc aujourd'hui, on va aborder le chapitre 5. Toujours, on suit l'ouvrage Finance d'entreprise que je vous avais conseillé comme ouvrage de référence. Donc le chapitre 5, c'est sur le calcul de taux d'intérêt. Donc il n'y a aucun concept nouveau, mais plutôt une mise en pratique de ce qu'on a vu précédemment avec pas mal d'exemples, d'exercices sur le calcul de taux. Jusque-là, on a eu une approche qui était très, conceptuelle, théorique, pour ce qui est du calcul de l'actualisation des flux et des séquences de flux. Là, ce sera un petit peu différent, puisqu'au contraire, on va voir des choses très pratiques, très, très concrètes. On y va, c'est parti pour le chapitre 5. Alors, pour commencer, quelques faits stylisés, quelques chiffres sur le niveau des taux. Les taux d'intérêt sont aujourd'hui très faibles. En grande partie, c'est la conséquence directe de la crise de 2008. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans déjà qu'on a connu cette crise financière. Mais les taux d'intérêt sont restés faibles depuis cette date, puisque il n'y a pas eu... on est encore dans une situation économique fragile. La crise du Covid, évidemment, n'a pas arrangé les choses. Donc, les banques centrales maintiennent des taux d'intérêt très faibles. Pour le livret A, par exemple, ou livret de développement durable, le taux, il est de 0,5%. Donc, on est vraiment un taux très proche de zéro. Sachez en plus que ce taux, il est en partie subventionné par l'État. On a des taux quasi nuls pour ce qui est des taux sans risque. Donc, un livret à 0,5%, un livret d'épargne populaire à 1%. Mais si vous prenez les taux sans risque en faisant référence à des emprunts d'État, vous avez même des taux négatifs aujourd'hui à moins 0,58% à un an pour le bon du Trésor français. À 10 ans et a également un taux négatif. Les chiffres que je vous donne là sont très récents. C'est les chiffres de septembre 2020. L'OAT à 30 ans, lui, est légèrement positif à 0,41%. Alors, ce qu'il faut retenir de ces quelques chiffres, outre le fait que la conjoncture est pas très bonne, c'est que, vous voyez, il n'y a pas un taux unique, il y a plusieurs taux d'intérêt. Ici, je n'ai pris que des taux sans risque, pourtant, mais selon que on s'adresse aux particuliers, selon que ces taux sont subventionnés, fiscalisés ou pas, on a des taux différents. Donc les taux, évidemment, ils ne sont pas uniques, ils varient selon l'emprunteur et ils varient également selon la durée. C'est l'exemple que je vous donnais ici pour les taux d'emprunt d'État en France. Ça varie de moins 0,58 pour un horizon d'un an à 0,41% lorsqu'on est sur un horizon de 30 ans. Donc, il y a deux facteurs qui sont importants à prendre en considération. Ce qu'on appelle la signature de l'emprunteur, sa capacité de remboursement. Alors ici, je n'ai mentionné que des taux sans risque, mais dans la suite du cours, on va bien sûr voir des taux risqués. Et puis, l'échéance. L'échéance, elle importe aussi pour déterminer les taux d'intérêt. D'accord ? Donc, une question qui va vite se poser, qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais qu'on traitera bien sûr plus tard, c'est quel taux retenir en pratique lorsqu'on doit actualiser des flux. Je vous ai dit, souvenez-vous, au début du cours, que les flux futurs devaient s'actualiser. Il y a deux dimensions à prendre en compte, le temps, le risque. La préférence pour le présent, elle s'exprime via le taux sans risque, auquel il faut rajouter une prime de risque en fonction du risque, donc lié à chacun des flux. Comment choisir à la fois le taux sans risque, la prime de risque? On abordera ça un tout petit peu plus tard, mais quand on a une multitude de taux, vous voyez bien que ça pose bien sûr, ça pose question. Voilà. C'était pour les faits stylisés. Alors ensuite, on va voir quelques exemples pratiques avec donc quelques définitions qui sont importantes
On va définir ce que c'est que le taux annuel effectif, le taux équivalent, le taux annuel proportionnel, le TAEG. Vous allez voir aujourd'hui, il y a pas mal de définitions, je me répète, très pratiques, qu'il faut absolument que vous maîtrisiez. Parce que concrètement, vous avez besoin de connaître ces conventions de calcul. Alors, on va commencer par définir le taux annuel effectif. En fait, le taux annuel effectif que je note TAE, c'est celui qu'on a utilisé jusque-là. Donc, il n'y a pas de problème avec le taux annuel effectif. C'est un taux pour un an, sur une base annuelle. Alors, un taux exprimé en base annuelle, ça ne veut pas dire que le placement, il dure nécessairement un an. Alors, je prends un exemple très très simple. Pour un taux de 5%, avec un placement sur un an, vous avez un flux futur de 105 000 euros. Dans 2 ans, vous savez, on l'a vu de multiples reprises, ce taux d'intérêt qui est toujours de 5%, il donne lieu à un flux dans 2 ans de 110 250 euros via la position des intérêts. Donc, ici, ça ne pose aucune difficulté, vous en avez l'habitude. Vous avez un taux en base annuelle, et bien sûr, ce taux en base annuelle, il vous sert à calculer des flux pour des horizons qui sont d'1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ça ne vous pose aucune difficulté. Un exemple très simple, une analogie, quand vous êtes sur le marché et que vous voulez acheter des tomates, le prix il est exprimé en kilos. La base, c'est le kilo. Si vous achetez 1 kilo de tomates, si vous achetez 2 kilos de tomates, vous n'allez pas payer, bien sûr, le même prix. Vous allez multiplier par la quantité. Ici, on prend en compte l'horizon de placement. Et je continue sur ma petite comparaison extrêmement simple. Si je prends 500 grammes, je paye combien? Si je prends 500 grammes, si le prix, par exemple, est à 4 euros le kilo de tomates, 500 grammes de tomates, je les paierai 2 euros. Ça ne pose évidemment aucune difficulté. On a la même chose lorsque on emprunte à un taux qui est exprimé en base annuelle, on emprunte que pour 6 mois. On va diviser le taux par 2. Si vous empruntez 100 000 euros aujourd'hui avec un horizon de 6 mois au taux de 5%, eh bien vous payez 2,5% sur 6 mois. En fait, vous avez au bout de 6 mois 102 500 euros. Donc, le taux, il est exprimé en base annuelle, le TAE, il est exprimé en base annuelle, mais vous allez convertir ce taux bien en un taux période. Le taux période, il s'exprime, dans mon exemple, pour une période de 6 mois, un semestre. OK? C'est ce qu'on va faire dans un instant, de faire ce type de conversion, passer des taux annuels effectifs au taux période. Mais il faut bien sûr faire attention à une chose, c'est que le taux période que j'ai calculé en divisant par 2 mon taux d'intérêt, il n'est pas égal, il n'est pas équivalent à un taux annuel de 5%. Je me répète, si vous avez un taux période de 2,5% et que vous utilisez ce taux période, qui est un taux semestriel, sur 2 semestres, donc 1 an, eh bien, vous n'avez pas un taux de 5%. Le taux effectif, il est légèrement supérieur. Et ici, donc, il faut éviter la confusion. C'est pourquoi on est bien attentif aux définitions. On a le taux annuel effectif, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le taux période, qui se calcule très simplement au prorata temporis, en fonction du temps écoulé, donc. Et puis, on a le taux équivalent que je vous présente ici. Le taux équivalent, comme son nom l'indique, il se définit tel que, c'est la définition que vous avez sous les yeux, 2 taux d'intérêt se rapportant à des périodes de longueur différentes sont dits équivalents s'ils procurent des valeurs futures identiques. D'accord? Donc, pour convertir un taux équivalent, eh bien, on tient compte, bien sûr, de la capitalisation des intérêts. Donc, le taux équivalent pour n périodes, il obéit à cette équation 1 plus a puissance n moins 1. OK. Je présente ça rapidement. Vous allez voir que lorsqu'on aura affaire à des exercices, tout ça, si ça reste un peu obscur, tout ça va s'éclaircir très facilement. Un premier exemple, faites-le rapidement. Vous suivez à distance, mais vous avez un crayon et vous prenez des notes. Allez-y sur cet exercice très simple. Vous avez un taux annuel effectif de 6%.
on vous demande le taux mensuel équivalent. J'insiste, le taux mensuel équivalent, pas le taux proportionnel. Le taux proportionnel, on peut le calculer très simplement. 6% sur un an, en base mensuelle, eh bien, on divise par 12, donc ça fait 0,5%. 0,5%, c'est 0,005. Mais là, je ne demande pas le taux proportionnel, je demande le taux équivalent. Le taux équivalent, ce n'est pas 0,5%. OK. Allez-y, faites le calcul. Je vous laisse le temps de faire le calcul avant de vous donner la solution. C'est bon? Donc ici, on a un taux d'intérêt mensuel. On cherche, excusez-moi, le taux d'intérêt mensuel est équivalent à un taux annuel effectif de 6%. Et donc ce taux, il est légèrement inférieur à 0,5%. Et vous savez pourquoi? Il est inférieur parce que les intérêts portent même intérêt. Et donc si on veut un taux équivalent, lorsqu'on capitalise les flux chaque mois, eh bien on doit retenir donc un taux inférieur à 0,5%. Il se calcule précisément de la manière suivante. Le taux équivalent, c'est 1 plus R, puissance 1/12e, parce qu'on veut d'un taux mensuel, moins 1. Et donc, vous avez 0,4868. Le calcul, c'est simplement l'application de la formule que je vous ai donnée juste avant. Donc, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, on vous posait la question suivante. Combien vous disposez dans 10 ans, combien vous devez épargner, excusez-moi, pour obtenir 100 000 euros dans 10 ans. Alors, c'est vrai que vous avez la solution ici, peut-être que je la cache encore quelques instants, je vous laisse résoudre ce problème. Ça renvoie au chapitre 3 qu'on a fait précédemment. Alors, je vous laisse réfléchir quelques instants. Pendant que vous réfléchissez, j'aide ceux qui ont peut-être un peu plus de difficultés. La dernière fois, et c'est dans le chapitre 3, on voit comment, eh bien, on peut bien sûr capitaliser nos flux, c'est-à-dire on part d'une épargne chaque mois et on regarde combien ça nous rapporte à terme, mais on peut aussi très bien, on l'a fait dans le chapitre 3, considérer à terme une certaine somme, ici c'est 100 000 euros, et se demander combien il faut épargner chaque mois compte tenu des taux d'intérêt pour obtenir cette fameuse somme, ici les 100 000 euros, dans 10 ans. C'est ce qu'on fait ici. Donc il faut juste un peu inverser la formule, ça ne pose pas de difficulté particulière. Voici la solution. Donc on a 10 ans, l'épargne elle est mensuelle, ce qui signifie qu'on a 120 périodes. C'est au cours de chacune de ces périodes, en fin de période, en fin de mois, on va épargner le même montant. Et donc, on a une annuité constante. On a une annuité constante de 120 paiements mensuels. Eh bien, ça obéit donc à cette formule. Souvenez-vous, je vous ai dit que cette formule a été indispensable. On s'en servirait à de très nombreuses reprises dans le cours. La valeur future. Alors, je vais surtout demander de retenir la valeur actuelle, mais on passe très facilement de la valeur actuelle à la valeur future. Souvenez-vous, on ne donne pas tous les calculs ici, ils ont été vus au chapitre 3, mais pour avoir la valeur future, vous prenez la valeur actuelle multipliée par 1 plus R puissance n. Et donc, vous obtenez cette formule-ci. La valeur future de notre annuité constante, elle s'exprime de la manière suivante, c'est F sur R, facteur de 1 plus R puissance n moins 1. Et donc, nous, l'inconnu, c'est pas la valeur future, c'est pas le taux d'intérêt, c'est pas le nombre de périodes. L'inconnu, c'est F. Donc, on va résoudre, et la résolution est immédiate, on va résoudre cette équation pour obtenir F, compte tenu de tous les paramètres qui sont connus, qui sont proposés dans l'énoncé. On veut, dans 10 ans, avoir un capital, de 100 000 euros. Donc,
100 000 euros divisé par 1 sur 1 plus R, puissance 1 plus R puissance N, on obtient une épargne de 615,47 euros par mois. Vous voyez, il y a plusieurs choses dans ce problème. C'est un problème classique de calcul de mensualité pour se doter d'une épargne, donc à la date N, ici dans 10 ans. Faites bien attention, il faut connaître la définition des annuités constantes pour pouvoir appliquer cette formule que vous êtes censé connaître. Il faut ensuite résoudre, et quand vous résolvez cette équation par rapport au chapitre 3, qu'est-ce qu'on a ajouté ici? Eh bien, on fait bien attention. On a des périodes qui sont des mois, pas simplement des années, et donc il faut convertir les taux d'intérêt. Je me répète, la différence entre cet exemple et ce qu'on a pu voir au chapitre précédent, au chapitre 4, j'ai dit chapitre 3, mais c'était au chapitre 4, excusez-moi. Eh bien, la différence, c'est que on a des périodes en mois, donc il faut convertir notre taux d'intérêt en mois et notre période en mois. D'accord? Faites attention, là, donc on aura un flux mensuel. Donc il faut bien être cohérent dans ce type de formule. Là, on a un taux mensuel, on a un nombre de périodes qui s'exprime en nombre de mois, et on a un flux qui est un flux mensuel. Il faut bien que tout, évidemment, soit coordonné. Il ne faut surtout pas ici, par exemple, prendre 10 ans. Ça n'aurait pas de sens. Ici, c'est le nombre de périodes. Ce n'est pas la durée totale, simplement. C'est la durée totale, mais convertie en nombre de mois. Ok. Bon, j'ai pris le temps pour cet exemple-là. C'est pas très difficile. J'ai pris le temps pour qu'il n'y ait aucun souci particulier. Ok. Moi, si j'ai une question, je la prends bien sûr, mais sinon je poursuis. A priori, pas de questions. Donc je continue. Donc je vous disais, le taux annuel proportionnel, il se calcule très facilement au prorata temporis. Donc quand vous avez un taux annuel, un TAE de 12%, eh bien le taux mensuel proportionnel, c'est 12%. Divisé par 12, donc ça va être très simple. J'ai pris cet exemple parce qu'il est très simple à calculer. Vous avez un taux mensuel de 1%. Ce taux n'est pas un taux équivalent, c'est un taux d'intérêt simple. On parle de taux d'intérêt simple lorsqu'on ne tient pas compte de la capitalisation des intérêts, lorsqu'on ne tient pas compte, autrement dit, des intérêts sur les intérêts. D'accord? Le taux annuel proportionnel, il est utile dans les calculs, en pratique, mais ce n'est pas un taux d'actualisation, puisque l'actualisation, elle doit se faire justement en tenant compte des intérêts sur les intérêts. Alors, comment on calcule ce taux? Vous avez la formule ici, je vous ai donné 2 exemples tout à l'heure, mais ici, la formule, elle est très simple. Vous divisez, pour avoir le taux période, vous divisez par le nombre de périodes. D'accord? Et pour passer du taux annuel proportionnel au taux annuel effectif, eh bien, 1 plus le taux annuel effectif, c'est 1 plus le taux période puissance K. Et le taux période, comment vous le calculez? Eh bien, comme le taux annuel proportionnel divisé par le nombre de périodes, le tout à la puissance K. Ces formules ne sont pas à apprendre par cœur parce qu'elles sont très intuitives. Ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut connaître, c'est la définition du taux proportionnel et du taux annuel proportionnel. Alors, il y a peut-être eu une petite ambiguïté tout à l'heure parce que je parlais de taux proportionnel et de taux période, en assimilant les deux, ce qui n'est pas un problème en soi. Le taux annuel proportionnel, c'est celui qui est exprimé sur une période, comme son nom l'indique, sur une période d'1 an. Prenons un exemple très simple. Un taux annuel proportionnel de 6%. Vous avez un taux annuel proportionnel de 6%. Alors, pour calculer le taux annuel effectif, c'est très simple. Il n'y a pas, on peut faire l'opération, mais il n'y a pas de calcul proprement dit. Un taux annuel proportionnel, si vous prenez une durée de 1 an, ça conduit à avoir un taux annuel effectif de 6%. Les choses deviennent plus intéressantes si vous avez un intervalle de capitalisation qui est inférieur à 1 an. Donc, pour un taux, pour une composition semestrielle, eh bien, votre taux annuel proportionnel, il est
pour un taux annuel proportionnel de 6% et une capitalisation semestrielle, le taux période est de 3%, vous divisez par 2, et le taux annuel effectif, il est de 6,09. On peut faire l'opération pour n'importe quel intervalle de capitalisation. Je vais le reprendre ici pour un intervalle mensuel. Si vous avez un TAP de 6%, le taux période, il est de 6% divisé par 12, et le taux annuel effectif, il se calcule en tenant compte de la capitalisation des intérêts, et donc c'est égal à 1 plus le taux période puissance 12 moins 1. Et puis pourquoi s'arrêter là? On pourrait très bien avoir une capitalisation, non pas tous les 6 mois, tous les trimestres, tous les mois, mais tous les jours. Et dans ce cas-là, eh bien, on appliquerait exactement le même type de calcul. Alors, j'aurais peut-être dû le dire auparavant, pas bien grave, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce taux annuel proportionnel, il est important en pratique. Pourquoi il est important en pratique? Parce que c'est ce sur quoi les banques communiquent. Lorsqu'elles proposent des taux d'intérêt, elles les expriment sous la forme d'un TAP et non pas donc sous la forme d'un TAE. Les taux d'intérêt communiqués par la banque, je me répète, sont sous la forme d'un TAP. Et si vous voulez connaître le vrai coût de vos emprunts, il faut effectivement calculer le taux annuel effectif, d'accord, via ce type d'opération en tenant compte de l'intervalle de capitalisation. Donc on nous annonce un TAP, il faut calculer le taux période et puis le taux annuel effectif pour avoir une idée exacte du coût de l'emprunt. Alors, pourquoi les banques communiquent des TAP et pas des TAE, ce qui nous simplifierait la tâche, tout simplement parce que le TAP, comme vous le voyez, il est toujours inférieur au TAE. Il est toujours inférieur au TAE puisqu'il ne tient pas compte des intérêts sur les intérêts. Donc, c'est une façon pour la banque eh bien, de communiquer avantageusement en proposant en apparence des taux d'intérêt qui sont plus faibles que le coût effectif que vous allez devoir payer. Alors aujourd'hui, en France notamment, c'est pas vrai dans tous les pays, c'est pas vrai notamment aux États-Unis, mais en France c'est réglementé et donc les banques de plus en plus annoncent directement le TAE sans passer donc par le TAP. Ok. Alors, vous allez voir un petit exercice qu'on va traiter ensemble. Une entreprise souhaite disposer d'un nouveau système informatique d'une durée de vie de 4 ans. Vous pouvez acheter pour 150 000 euros comptant ou financer ce matériel par un crédit bail. Autrement dit, vous allez verser 4 000 euros à la fin de chaque mois. L'entreprise peut emprunter à 5% avec une capitalisation semestrielle des intérêts. La question, c'est faut-il acheter comptant ou verser 4 000 euros par mois, chaque mois, pendant 4 ans. Alors, quand on parle du versement comptant, vous avez bien compris que ce versement comptant, à l'entreprise qui nous vend le matériel, il est financé en fait par un emprunt bancaire, donc au taux de 5%, avec capitalisation semestrielle des intérêts. Et ce taux de 5%, ce n'est pas un taux annuel effectif, donc on ne peut pas l'utiliser directement comme cela. C'est un TAP, et donc il y a quelques petites opérations à réaliser. Voilà, je m'arrête 1 minute et je vous laisse poser l'équation. Il faut vraiment que vous le fassiez. C'est pas évident de faire ça à distance via une vidéo, mais voilà, il faut que vous essayez vous-même. Donc prenez un crayon, un papier, essayez de résoudre ce problème.
C'est bon? Ah, voici donc la résolution. Alors, le crédit bail, c'est 4 000 € chaque mois pendant 4 ans. Et je vous l'ai dit, vous faites attention, il faut bien convertir, hein, sinon voilà, on mélange les choux et les carottes, ça va pas du tout. Donc 4 ans, c'est 48 mois. C'est bien sûr une annuité constante, donc on sait calculer ça simplement. Le truc, c'est qu'il nous faut le taux d'intérêt. Or, le taux d'intérêt qui nous est donné, c'est un taux d'intérêt annuel proportionnel. Alors, on veut comparer ça à un emprunt au taux de 5% TAP. Donc, il faut calculer, convertir plutôt ce taux d'intérêt. Et cette conversion, elle se fait en 2 temps. D'abord, on va calculer le taux période, donc le taux pour un semestre. C'est très simple, hein, c'est du prorata temporis, comme je disais. Donc 5% divisé par 2, puisque vous avez 2 semestres dans l'année, ça fait 2,5%. Et ensuite, on utilise ce taux pour calculer le taux mensuel, le taux période. Et ce taux mensuel, il s'exprime de la manière suivante, 1,1 plus 2,5%, 1,025, puissance 1/6. Alors attention, c'est 1/6 parce qu'on passe des semestres à des mois. Et comme vous le savez évidemment, il y a 6 mois dans un semestre. Donc cet exemple, il était piégeux. Enfin, il y avait un piège dans l'exemple, excusez-moi, dans la mesure où on avait des taux en base annuelle, une annuité mensuelle et je ne sais plus, des versements semestriels en tout cas. Ce qui était important ici, c'est qu'on mélangeait évidemment les durées qui est exprimée en différentes unités, en années, en semestre ou en mois. Donc, c'était là où il fallait être très rigoureux. Okay. On peut aussi calculer, il y a plusieurs façons de faire toujours, hein. On peut calculer le taux annuel effectif lié au TAP. Un TAP de 5%, ça nous donne un taux annuel effectif de 5,0625. D'accord. Et à partir de ce taux annuel effectif, on peut convertir en taux mensuel. Et donc, on prend 1 plus ce taux d'intérêt, puissance 1/12 moins 1. Bien sûr, vous allez avoir le même taux, 0,4124. Et une fois qu'on a obtenu ce taux, la solution, elle est maintenant très simple. Il y a cette conversion qu'il faut faire dans un premier temps, en connaissant donc les conventions sur le calcul de taux. Ensuite, on applique simplement la formule des annuités constantes. On va chercher à calculer la valeur actuelle de notre séquence de flux. Donc, souvenez-vous, la formule, encore une fois, F sur R, facteur de 1 moins 1 sur 1 plus R puissance N. Et vous avez une valeur actuelle de 173 000 €. Quelle est la conclusion? La conclusion, elle est très simple. Hein. Je reviens en arrière. Vous pouvez acheter comptant au prix de 150 000 €. Le crédit bail en valeur actuelle s'élève à 173 000 €. Et donc, il vaut mieux acheter comptant. Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, ici, acheter comptant? C'est acheter comptant auprès de la firme dans le matériel en réalisant au besoin un emprunt au taux de marché de 5% TAP. D'accord? Donc, voilà pour l'exemple 5.2. Une dernière notion, donc on a vu le taux annuel effectif, on a vu le taux période, on a vu le taux annuel proportionnel. D'accord. Une dernière notion qui est importante, c'est celle du taux annuel effectif global.
Donc, le taux annuel effectif global, c'est une notion même juridique. C'est obligatoire en France. C'est le taux qui tient compte, qui mesure le coût total de votre crédit et donc qui tient compte de tous les frais annexes aux bonifications à caractère obligatoire. C'est une façon pour le consommateur de comparer plus facilement les offres de financement, ces offres de financement qui peuvent être parfois difficiles à comparer. Avec le TAEG, on a avec cette valeur, ce taux, un résumé de tous les coûts. Je vais prendre un exemple, ça va être plus clair avec l'exemple 5.3. Donc vous voulez acheter un scooter pour un montant de 3 000 euros et vous avez deux possibilités. Soit un prêt sur un an, 9% TAP, avec capitalisation mensuelle des intérêts, sachant que même si les intérêts sont capitalisés mensuellement, il y a un seul flux physique, je dirais, il y a un seul paiement en fin de période, donc au bout d'un an. Vous payez le principal et les intérêts qui ont été capitalisés, mais que vous ne payez que dans un an. Les frais de dossier sont de 150 euros, pas 150 000. Les frais de dossier sont de 150 euros et ils sont payables à la date zéro. On vous demande de calculer le TAEG. Je reprends. Vous avez un taux affiché à 9%, mais vous avez deux sources de coûts supplémentaires. Il y a deux éléments qui vont renchérir bien le coût de votre emprunt. D'abord, le fait que l'on ait une capitalisation mensuelle des intérêts. Donc, vous allez payer des intérêts sur les intérêts. Ça va renchérir ce taux de 9%. Le TAE équivalent à un TAP de 9%. Le TAE qui est lié à un TAP de 9%, c'est supérieur à 9%. Et puis, vous avez des frais de dossier à prendre en compte. Donc, tout cela va renchérir le coût de votre emprunt. Je vous laisse, encore une fois, quelques 1 ou 2 minutes pour résoudre ce problème. Et on voit la correction ensemble. Il faut vraiment, j'insiste, que vous preniez un papier, un crayon et que vous fassiez ce problème-là. Et je vous invite, avant de résoudre, à faire un petit diagramme de flux pour bien voir enregistrer quand ont lieu les versements, chaque flux. Allons-y pour la résolution. Donc, je vous disais, l'idéal, c'est de construire ce diagramme de flux. Donc, vous avez un TAP de 9%. Ce TAP correspond à un taux mensuel de 0,75%. 9% divisé par 12, c'est 0,75%. Et donc, on a un taux annuel effectif de 1 plus 0,0075 puissance 12 moins 1, on a un taux de 9,38. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le taux il va être plus élevé, on s'en doute, puisque les intérêts portent intérêt. La capitalisation mensuelle renchérit le taux d'intérêt et donc le coût de mon emprunt. Donc, dans un an, vous devez payer combien? Eh bien, vous devez payer 3 000 fois 1 plus
le taux annuel effectif. Attention, il ne faut pas utiliser ici le TAP, mais bien le taux annuel effectif, ce qui représente un paiement de 3 281 euros. Donc, qu'est-ce qui se passe si je résume ça avec un diagramme de flux? J'ai mes 12 périodes qui correspondent donc à des mois. J'ai une période d'un an, mais qui se divise en 12 périodes d'un mois. Je paie au bout d'un an 3 281, c'est ce que je viens de calculer. En contrepartie, eh bien, j'obtiens mon prêt, donc je reçois 3 000 euros, mais je dois immédiatement payer 150 euros de frais de dossier. Donc, au fond, je n'obtiens pas 3 000 euros, mais plutôt 2 850 euros. Et à partir de là, je peux calculer eh bien, le coût de mon emprunt et l'exprimer sous la forme d'un taux annuel effectif global, tout simplement en rapportant, c'est la rentabilité sur un an, en rapportant ce que je reçois à la date zéro, en net, 2 850, et ce que ça me coûte un an après, 3 281. C'est très simple, dites-vous, au fond, si je vous avais demandé quel est le taux d'intérêt équivalent à un placement de 2 850 euros aujourd'hui qui rapporte 3 281 euros dans un an. Si j'avais posé la question sous cette forme, vous auriez très simplement, évidemment, calculé le taux qui correspond en rapportant donc valeur finale sur valeur initiale moins 1, en rapportant donc les flux très simplement, ce qui est écrit ici sous une forme légèrement différente de ce qui est écrit ici. Et donc, au final, le TAEG, c'est 15,14%. Vous payez dans un an 15,14% de plus que ce que vous avez reçu à la date zéro. Donc, regardez, ici, les frais de dossier étaient particulièrement élevés pour justement insister sur ce phénomène-là. Vous avez en apparence un taux de 9%. En pratique, le taux annuel effectif global, le coût de votre emprunt, il est de 15%, un peu plus de 15%. Donc, on a renchéri considérablement le coût de cet emprunt, à la fois en introduisant une capitalisation mensuelle des intérêts, je vous ai dit, ça c'était le premier point, et puis en ajoutant des frais de dossier. Okay. Par exemple, l'exercice, il était posé assez simplement, j'aurais pu le formuler autrement, j'aurais pu vous demander, poser les choses en des termes différents, vous disant par exemple, une banque concurrente vous propose un prêt avec un taux annuel effectif, pas de calcul à faire en particulier, de 12%. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Un TAP de 9% avec des frais de dossier de 150 euros ou un TAE de 12%? 9% TAP plus des frais de dossier ou 12%? Vous voyez bien que pour le grand public, c'est pas évident de faire cette comparaison, d'où cette loi qui impose aux banques de communiquer le TAEG pour comparer plus facilement les offres de prêt. D'accord? Pour vous, donc, c'est important de savoir bien le calculer. Je me répète, aux États-Unis, les banques, il n'y a pas de la législation est moins contraignante et les banques communiquent sur le TAP. En France, il y a cette obligation de mention du TAEG. Alors pendant longtemps, le TAEG était mentionné en petit. Vous savez, on avait le taux d'intérêt puis une astérix qui mentionnait une petite note. Donc pour indiquer en petit le montant du TAEG. Maintenant, de plus en plus, les banques communiquent de manière transparente et communiquent le TAEG directement. Voilà. Donc, vous voyez, ici, au fond, depuis le début de cette séance, on a appliqué exactement les mêmes concepts que précédemment. On a juste mis en pratique ces concepts en détaillant donc eh bien, certaines normes liées à la présentation des taux d'intérêt et en distinguant les taux annuels proportionnels, les taux annuels effectifs, les taux périodes. Un dernier point sur les taux d'intérêt précomptés et post-comptés. Jusqu'à présent, on a considéré des taux d'intérêt post-comptés. On ne l'a pas dit, mais par défaut, les taux sont post-comptés. J'introduis cette notion seulement maintenant. Vous allez voir, c'est assez simple. Post-compté, ça signifie que les intérêts, sont payés en fin de période.
Alors, on dit parfois aussi que les intérêts sont terme échu. Précompté, c'est lorsque les intérêts sont payés en début de période ou terme à échoir. Intérêt précompté ou post-compté. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est tout simplement une convention, une norme. Mais bien sûr, si vous prenez un taux de 4%, c'est plus avantageux lorsqu'il est post-compté ou précompté. Ça dépend si vous êtes prêteur ou emprunteur. Pour un taux, par exemple, de 4%, pour un taux fixé, et que vous êtes emprunteur, vous préférez payer en fin de période, et donc vous préférez les taux post-comptés. En revanche, le prêteur, lui, va préférer, pour un même taux donné, un taux précompté, parce qu'il reçoit l'argent plus rapidement. Du coup, on peut distinguer, calculer les taux précomptés équivalents à des taux post-comptés. C'est ce qu'on va faire dans cet exemple 5.4. Alors, il y a un petit coquille qui traîne, c'est pas bien grave. Dans l'exemple 5.4, vous avez donc un emprunt de 2000 € et on a le choix entre deux prêts à 1 an, soit un prêt à intérêt précompté au taux de 4%, soit un prêt à intérêt post-compté au taux de 4,1%. Quel prêt doit-on retenir? 4% précompté ou 4,1% post-compté? Je vous laisse résoudre ce petit problème. Là encore, je vous recommande de faire un petit graphique. Ce sera plus simple. Allons-y. Donc les prêts à intérêt précompté nous obligent, par définition, à payer les taux d'intérêt aujourd'hui. Donc, si vous avez un emprunt de 2000 €, ou plutôt si vous avez besoin d'emprunter 2000 €, eh bien, il faut emprunter un peu plus. Vous avez besoin de 2000 €. Dans la mesure où vous devez payer les taux d'intérêt immédiatement, vous devez emprunter un peu plus. Alors, voici l'équation. Elle obéit à une logique très simple. Le principal que vous devez emprunter, moins ce dont vous avez besoin, ça va être égal aux intérêts que vous devez payer. Donc, à 4% précompté, ça doit être égal à la différence entre ce que vous empruntez et ce dont vous avez besoin. On peut facilement définir P pour résolver ça, et vous avez un montant de 2083. Si on emprunte 2083 € à taux d'intérêt précompté au taux de 4%, eh bien, vous payez bien 83 € d'intérêt, par définition, puisqu'on a calculé ce montant de manière de sorte qu'on paye 83 € d'intérêt, mais surtout de sorte qu'on ait bien 2000 €. Donc, vous avez un emprunt de 2083, vous payez 4% d'intérêt, et en fin de période, vous n'avez pas à payer les intérêts, vous avez simplement à rembourser le capital, donc le principal, 2083. D'accord? Et donc, vous avez un flux positif de 2000 € à la date 0 et un flux négatif de 2083 € à la date 12. La période 12, c'est 1 an, mais avec une échéance mensuelle, enfin qu'importe l'échéance. Ici, c'est pas bien grave. Dans ce cas-là, vous avez l'équivalent d'un prêt post-compté au taux de 4,17%.
4,17%, c'est bien le taux post-compté équivalent à votre taux d'intérêt précompté de 4%. Ce taux de 4,17, il est supérieur à celui qu'on nous proposait. On nous proposait par ailleurs un taux post-compté de 4,1. Donc, bien sûr, on va prendre l'alternative la moins chère et on va prendre le taux d'intérêt post-compté de 4,1%, plutôt que le taux d'intérêt précompté de 4, qui est certes inférieur si on compare les deux, mais cette comparaison, elle est bien sûr fallacieuse. Il faut convertir le taux précompté en taux post-compté. Et ce taux précompté de 4%, c'est équivalent à un taux post-compté de 4,17. C'est donc moins intéressant. OK. Voilà, je proposais cet exemple parce que vous devez avoir en tête que ça existe, hein, les taux d'intérêt précomptés post-comptés. La plupart des exemples, l'essentiel, hein, le calcul que l'on va faire, c'est on utilisera les taux d'intérêt post-comptés. Donc, quand je ne précise pas, il s'agit de taux d'intérêt post-comptés. Voilà. Voilà donc pour les taux d'intérêt, hein, retenir toutes ces différentes notions et surtout être capable de convertir les taux d'intérêt de manière à ce qu'on puisse répondre aux questions, aux problèmes auxquels on fait face. Hein. D'accord, il n'y a pas de règle. Hein. Parfois, on passe du TAE au TAP, parfois du TAP au TAE, parfois du post-compté au pré-compté. Il n'y a évidemment pas de règle. Vous devez être capable de faire ces conversions dans tous les sens, y compris lorsqu'elles se mélangent. Hein. Voilà. Donc, la section 5.1 du chapitre 5 sur les calculs de taux, elle est finie, elle ne pose pas de problème. Encore une fois, les problèmes ils sont plus calculatoires que de nature conceptuelle.